Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, plus de 100 civils auraient été tués par des prétendus rebelles ougandais des ADF au cours des massacres à l'arme blanche perpétrés à Beni dans le Nord Kivu. Alors qu'officiellement les autorités n'ont pas donné les bilans officiels, le vice-gouverneur de province Feller Lutashirwa a regretté dimanche 23 novembre ces massacres qui, selon lui, vient alourdir les bilans des précédentes tueries en passant de 100 à plus de 200 personnes massacrées. Et c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, on a l'impression de revivre les faits du mois passé et les blessures ne sont pas encore totalement cicatrisées. Voilà que cette même situation semble se répéter. Oui, vous avez raison de dire que cette même situation semble se répéter. Mais si vous lisez l'article que je vous ai envoyé hier intitulé Paul Nsapou, Jean-Claude Mouyambo et les autres, vous verrez que j'ai dit dans cet article que tant que les Congolais n'auront pas constitué un front uni pour mettre fin au mercenariat et à l'imposture, le Congo, Kinshasa, va continuer à connaître les massacres de ce genre-là. Je m'explique. Qui arrive à identifier facilement ceux qui massacrent nos compatriotes à l'est du pays? Pourquoi les ADF Nalu n'attaquent pas l'Ouganda? Parce que ce sont des rebelles prétendument ougandais. Ils tuent, ils massacrent nos populations. La première question. La deuxième, en quoi ces massacres des ADF, de faux ADF Nalu, diffèrent-ils des exécutions extrajudiciaires de nos jeunes à Kinshasa? Donc, je voudrais simplement vous dire ceci. Il nous faut prendre ensemble les massacres de nos compatriotes à l'est du pays, les exécutions extrajudiciaires de nos jeunes à Kinshasa, la mort par la faim, par la soif de nos compatriotes qui sont chassés de leur village au Katanga. Tout cet ensemble constitue une autre forme de la guerre, dont la guerre de prédation et de basse intensité menée contre notre pays depuis les années 90. L'impression que nous avons de temps en temps me semble être fausse. Nous avons l'impression que les mercenaires qui opèrent au cœur des institutions congolaises ont mis fin à la guerre qui a débuté depuis les années 90-97. Non, c'est une même guerre qui prend plusieurs formes. Et l'un des indices, c'est que on pratique ce qu'on a toujours eu comme mode opératoire. Ceux qui tuent indiquent eux-mêmes ou ont des tactiques pour désigner l'ennemi. Donc, l'ennemi, c'est toujours les FDLR, c'est toujours les ADF Nalu, jusqu'au jour où les Congolais eux-mêmes vont mettre la main sur les véritables ennemis que sont les armées des pays voisins et leurs complices qui opèrent à partir de l'armée et de la police congolaise. Donc, nous sommes là en plein dans le processus d'occupation, de balkanisation et d'extermination des Congolais. Si nous nous limitons à commenter l'actualité après tous les massacres qui vont se poursuivre, nous risquons de perdre de vue le fil conducteur de la guerre qui est menée contre le Congo-Kinshasa depuis les années 90 jusqu'à ce jour. J'irai même jusqu'aux années 60
parce qu'il y a de plus en plus d'indices que ce sont les mêmes qui, depuis la conférence de Berlin, ont choisi de faire du Congo un lieu inhabité et un simple réservoir de matières premières stratégiques. Mais, Monsieur Mbelou, à Kinshasa, le gouvernement s'est dit déterminé à anéantir par tous les moyens les égorgeurs de femmes et d'enfants dans les territoires de Béni. C'est Lambert Mende qui l'a affirmé le lundi 24 novembre au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa plus précisément. Mais, Monsieur Mbelou, quel crédit peut-on accorder à ces propos face à une situation qui ne change pas du tout? Essayez de relire tous les discours, que ce soit de M. Lambert Mende ou de l'autorité morale de son camp. Essayez de lire tous les discours qu'ils ont débités depuis bientôt plus de 10 ans. Vous verrez que ces discours-là se ressemblent. À un certain moment, ils disent, oui, la situation sécuritaire du Congo est calme, sauf quelques poches de résistance par-ci par-là. Et quelque temps après, ils changent de discours. Donc c'est le même refrain. Et ce refrain trahit l'impuissance créée par le groupe auquel appartient M. Lambert Mende et son autorité morale, parce que, nous ne le dirons jamais assez, les institutions formelles congolaises ont été infiltrées de l'intérieur pour être anéanties et pour que le Congo devienne davantage un État raté. Donc, les discours tels que prononcés par M. Lambert Mende ne vont rien changer à la réalité des choses. Ça peut être des discours simplement pour divertir les Congolais, et ils sont capables d'organiser en fait une petite démonstration pour bluffer les Congolais et leur dire, voilà, nous avions promis que nous allions mettre la main sur les égorgeurs de nos femmes, de nos filles et de nos compatriotes à l'est du pays. Nous l'avons fait. Mais cela, ce bluff, sera vite dépassé par les faits, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas que ces messieurs-là mettent fin à cette guerre de prédation de basse intensité. Ce qui est en jeu, c'est que l'occupation du pays se poursuive par le mercenariat qu'ils pratiquent et l'imposture dont ils sont les nègres de service. Lambert Mende a déclaré notamment ceci: à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, en invitant les Congolais du Nord Kivu à faire échec à toute idée d'initiative de justice populaire. Monsieur Mbelou, toutes ces déclarations qui s'apparentent plus à des incantations, ne sont-elles pas une illustration de l'incapacité du régime à garantir la sécurité aux populations de la région? Non, mais là, nous lisons différemment l'histoire du Congo. Et quand vous relisez attentivement ce discours de M. Lambert Mende, vous voyez qu'à un certain moment, il dit qu'il y a des nationaux, des acteurs nationaux et internationaux qui sont impliqués dans ce qui se passe. Mais il ne les nomme pas. Hein? Je voudrais dire simplement ceci. Vous voyez le régime, mais moi, je ne vois pas le régime. Moi, je vois des mercenaires et des imposteurs opérant à partir du Congo pour mettre ce pays à genoux. C'est là que notre lecture de notre histoire diffère un peu. Cette lecture que vous faites est aussi faite par plusieurs compatriotes qui estiment que ceux qui créent le chaos de l'intérieur pourront demain y mettre fin. Je m'inscris en faux contre cette lecture en disant... Mais, Monsieur Mbelou, les Congolais ne peuvent que s'adresser au pouvoir qui est en place. Oui, mais c'est de la naïveté. Mais à qui d'autre peuvent-ils s'adresser alors? Ils doivent pouvoir s'organiser pour
mettre fin à ce chaos eux-mêmes, eux-mêmes à partir des fronts de résistance, à partir des groupes d'autodéfense populaire qu'ils peuvent créer en synergie avec leurs frères et sœurs qui sont en dehors du pays. Il est temps qu'ils comprennent que leurs pleurs ne contribueront jamais, jamais à la cessation de ce qui est en train de se faire maintenant. Et ils ne peuvent rien, mais absolument rien attendre de ces mercenaires et de ces imposteurs qui rentrent dans les réseaux transnationaux de prédation et qui travaillent avec ce que M. Lambert Mende appelle les acteurs nationaux et internationaux de la mise en coupe réglée du Congo. Non, la difficulté que nous éprouvons se situe au niveau de l'approche des acteurs de ce qui se passe au pays. Et comme nous l'avons souvent dit, il y a d'une part les acteurs pléniers qui opèrent dans l'ombre à partir de l'extérieur et des pays voisins. Il y a des acteurs apparents, c'est-à-dire ceux qui sont souvent sur le devant de la scène et que nous voyons. Ceux qui apparaissent sur le devant de la scène, ce sont les Mende, ce sont les Kabila, ce sont les Bochab, ce sont les Minako et les autres. Mais tous travaillent à une même opération d'occupation, de balkanisation et d'extermination des Congolais, simplement pour faire de leur pays un réservoir de matières premières stratégiques. Mais dans cette situation, la presse parle, elle utilise cette expression qu'on parle des présumés rebelles ougandais des ADF. Cela pose une question fondamentale, puisque vous-même vous l'avez dit, qu'on a comme l'impression qu'à chaque fois on cherche un coupable idéal qu'on devrait présenter dans cette situation et qu'il ne l'est pas en fait. Oui. Puisque dans le cas de l'assassinat de Mamadou Ndala, on a également parlé de ces fameux ADF. C'est comme on sait. Qui sont-ils exactement, ces ADF? Est-ce que ce n'est pas les coupables idéaux pour justifier tout ce qui se passe actuellement à l'est du pays? Et moi, avant de répondre à votre question, je poserai une autre. Pourquoi y a-t-il eu cette guerre au Congo? C'est une question à laquelle nous n'arrivons plus à répondre au fur et à mesure que les années passent. J'ai fait allusion, il y a quelques temps, peut-être aussi dans la dernière émission, à un documentaire de la BBC, le Rwanda tel qu'il nous a été jamais conté jusqu'à ce jour. Les réalisateurs de ce documentaire, qui n'ont jamais été traduits en justice jusqu'à ce jour, et qui ont été soutenus par les gouvernants britanniques, ont dit ceci. La guerre menée contre l'Ouganda, le Rwanda, avec comme objectif final le Congo. Ce sont les anglo-saxons qui ont mené cette guerre pour faire main basse sur les matières premières du Congo. Et cette façon de faire, pourquoi ont-ils cherché à faire main basse? Pour combien de temps voulaient-ils faire main basse sur le Congo? Ça, nous ne le savons pas. Il y a eu un deuxième texte, le texte de Christopher Black, un avocat de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce texte-là montre noir sur blanc que cette guerre qui avait comme objectif final le Congo, ceux qui l'ont initié, pendant combien de temps voulaient-ils rester au Congo? Ce n'est pas dit. Pendant combien de temps allaient-ils utiliser les proxys pour tuer et exterminer les Congolais? Cela n'est pas dit. Donc, si nous perdons la référence à ces textes qui nous disent, noir sur blanc, l'objectif majeur de cette guerre, nous allons continuer à tourner en rond. Je finirai par évoquer le livre que Patrick Mbeko et Honoré Ngwanda viennent de publier, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Ça, ce sont des références qui nous permettent de relire notre histoire pour mieux comprendre ce qui se passe. Mais si nous ne possédons pas
à cette lecture et relecture sage et intelligente de notre histoire, nous allons continuer à accuser les ADF Nalu, à accuser le M23, à accuser le M24, les M24 et les Bakata Katanga, sans que nous arrivions à identifier les véritables acteurs pléniers de cette guerre, à pouvoir mieux cerner leur mode opératoire pour comprendre, par exemple, qu'il y a aujourd'hui de faux FDLR, qu'il y a aujourd'hui de faux ADF Nalu, parce que l'ennemi a cette capacité de pouvoir se démultiplier et de mettre ses forfaits sur le dos de ceux qu'on estime être les agresseurs connus. C'est une tactique à laquelle le véritable ennemi a eu recours depuis cette guerre d'agression jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi il est toujours important de revenir à l'histoire, de la relire, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Joseph Kabila lui-même était à Béni les mois passés pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans ces territoires où plus de 80 personnes avaient été tuées en l'espace d'un mois par toujours les présumés rebelles ougandais des ADF. Il y avait été précédé par les ministres de l'Intérieur Richard Mouège et les gouverneurs du Nord Kivu Julien Paluku. Monsieur Mbelou, en près de 15 ans de pouvoir, et sur ce dossier comme sur d'autres, il semble y avoir au Congo une cruelle absence de leadership pour traiter de ces questions. Je vous corrige encore une fois. Après 15 ans de mercenariat, on ne peut pas parler d'un leadership visionnaire au Congo. Donc, nous avons été bernés pendant au moins 15 ans de mercenariat mené par ce monsieur-là et ses autres amis, et il joue très bien son rôle de cheval de Troie. C'est cette inversion mentale, c'est cette révolution de l'imaginaire qui peine à prendre, parce que nous parlons en termes de pouvoir, nous parlons en termes de gouvernement, nous parlons en termes de régime, là où il y a occupation, là où il y a imposture, là où il y a mercenariat. C'est quand nous aurons réellement créé un imaginaire alternatif qui appelle chat, comme c'est en train de le faire, comme les minorités organisées et agissantes congolaises sont en train de le faire, c'est quand cet imaginaire alternatif aura vraiment atteint une bonne partie de nos compatriotes que nous pourrons avancer dans la lutte que nous menons pour mettre fin à ce mercenariat et à cette imposture. Mais c'est encore très très difficile, parce que quand vous lisez par exemple les rapports de certaines ONG des droits de l'homme, elles sont adressées aux imposteurs et aux mercenaires. Non, ce n'est pas parce que un morceau d'arbre reste pendant longtemps dans l'eau qu'il va se transformer en crocodile. Nous devrions comprendre cela, mais c'est encore difficile. Mais les efforts sont conjugués, les efforts qui sont conjugués sont louables. Il y a quelque chose qui est en train de naître et de naître sérieusement. Très bien, autre chose, opération Likofi, meurtre et disparition forcée aux mains de la police de Kinshasa. C'est le titre du rapport des 63 pages dans lequel Human Rights Watch décrit comment, selon elle, les policiers en cagoule avaient exécuté sommairement 51 présumés gangsters appelés communément Kuluna. Monsieur Mbelou, vous-même avez écrit sur la publication de ces rapports en posant cette question. Pourquoi, malgré la quantité des rapports des ONG de droits de l'homme produites au Congo-Kinshasa, il n'y a presque pas de changements systémiques, visibles et palpables? Oui, pourquoi? C'est parce que tu es opéré des massacres extrajudiciaires fait partie du système de notre occupation, de notre extermination, de la balkanisation du Congo et de la présentation du Congo à la face du monde comme un trou noir. Donc,
ce qui se passe aujourd'hui participe de ce qui a été initié depuis la conférence de Berlin en 1885. Faire du Congo un trou noir. Faire du Congo un espace inhabité. Faire du Congo un réservoir de matières premières où ceux qui se sont concertés à Berlin en 1885 peuvent venir puiser sans qu'ils soient embêtés par quiconque. Et là, je vous renvoie encore à un texte récent, c'est le livre de Patrick Mbeko et d'Honoré Ngwanda, Stratégie du chaos et du mensonge. C'est un livre qui vient, après beaucoup d'autres, indiquer ce que nous devrions savoir. Quand vous lisez déjà Les fantômes du roi Léopold II, vous comprenez cela. Il y a plusieurs livres qui ont déjà fait allusion à ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas encore rentré dans nos têtes, dans nos esprits, et ça ne participe pas encore de notre façon de pouvoir appréhender la marche du Congo et la marche du monde. Un changement systémique chez nous sera le fruit d'un imaginaire alternatif, d'un projet participatif de société, un projet auquel nos masses populaires, ayant compris ce qui se passe depuis la conférence de Berlin jusqu'à ce jour, comprendront aussi qu'il y va de leur vie si elles veulent conserver cet espace géographique et historique. Il y va de leur vie s'ils veulent réellement devenir les actrices historiques de leur destinée. Mais y arriver, M. Mbelou, cela ne demandera pas une génération, par exemple, toute une génération pour y arriver? Oui, ça demandera beaucoup de temps. Parce que nous ne devons pas nous leurrer. Ceux qui ont conçu ce système-là ne vont pas rester les bras croisés. Eux aussi, ils travaillent, ils peaufinent des stratégies, ils peaufinent d'autres tactiques. Ce qu'ils ont appelé par le passé l'impérialisme intelligent. Ils voient comment travailler intelligemment pour pouvoir maintenir le Congo dans ces conditions-là. Il faudra aussi que les fils et les filles du Congo comprennent qu'ils doivent travailler sagement et intelligemment à court, moyen et long terme pour pouvoir en venir à bout de ce qui se passe là, et qu'ils doivent absolument créer des alliances mondiales, avec d'autres peuples, avec d'autres nations qui aujourd'hui se mettent debout pour être souveraines. Les Congolais doivent pouvoir travailler avec d'autres peuples pour pouvoir s'en sortir. Seuls, ils pourront faire quelques pas, mais avec beaucoup d'autres peuples qui sont déjà très avancés sur cette lancée-là, ils pourront un jour se mettre debout. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger le travail que vous avez entrepris, que vous faites au quotidien. Ce travail d'éveil de conscience, ce travail d'écriture doit pouvoir se poursuivre pour que nos enfants, demain ou après-demain, aient des archives dont ils se serviront pour poursuivre leur lutte. Nous, peut-être que nous sommes déjà une génération sacrifiée, nous devons beaucoup plus travailler pour la prochaine génération ou celle qui suivra. Donc, les lendemains meilleurs, sans être pessimiste, ne sont pas pour demain. Peut-être à moyen terme, mais pour demain, c'est encore très difficile parce que le monde ne se porte pas très bien. On doit beaucoup lutter. Oui, pour revenir à la publication de ces rapports, l'ONG internationale a demandé, donc elle a plutôt exigé la suspension immédiate du général Célestin Kanyama, qui est responsable de la police de Kinshasa. Monsieur Mbelou, par rapport à cette situation, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi les régimes ôtent-ils la vie à ces jeunes gens plutôt que d'essayer une approche qui offrirait d'autres perspectives d'avenir à ces jeunes? Je reviens d'abord à la recommandation de l'ONG. Lisez très bien le rapport, vous verrez que l'ONG, malgré le travail qu'il fait,
et qu'elle fait, pardon, est ambigu. Ce travail-là est ambigu. L'ONG et ceux à qui elle demande de prendre des mesures contre Kanyama, ce sont les oiseaux du même plumage. Hein. Allez fouiller, vous saurez qui est responsable de cette ONG-là et quel est son passé. Hein. Comme aux États-Unis, il n'y a pas souvent un problème de conflit d'intérêts. On peut passer de la CIA, on devient responsable d'une ONG internationale, on passe d'un institut à un autre sans qu'il y ait, sans que le problème de conflit d'intérêts se pose. Et je vous rappelle que Human Rights Watch est une ONG internationale américaine. C'est une ONG d'abord américaine qui travaille pour la sauvegarde des intérêts américains. Et dans ce contexte-là, ce n'est pas simplement Kanyama qu'il faut suspendre. C'est le système qu'il faut changer. Ce sont les commanditaires lointains de cette guerre de basse intensité de prédation qu'il faut atteindre. Kanyama, comme les autres qui l'envoient tuer, ne sont que des acteurs apparents. Et vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on tue ces jeunes gens? Parce que le système est amoral. Ce système, comme tout système marchand, ne voit que le profit. Les coûts sociaux importent peu pour ce système-là. Nous devrions en principe arrêter de nous poser ces questions-là, mais c'est difficile. Ce système opère sur fond d'une matrice qui organise la guerre de tous contre tous. Vous posez cette question au Congo, vous pouvez aussi la poser en Syrie, vous pouvez aussi la poser en Irak, vous pouvez aussi la poser en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'on tue les enfants? Pourquoi est-ce qu'on tue les vieillards? Pourquoi est-ce qu'on tue les femmes? C'est un système qui peut aussi se servir de la mort pour faire des profits. Ce système n'a ni base morale, ni base éthique. Donc, les questions du pourquoi, du sens de la vie, des droits de l'homme et de démocratie n'importent peu à ce système-là. Il opère sur fond du principe de la pure force. Les droits de l'homme, la dignité humaine sont méprisés par ce système, guidés par la cupidité, l'avidité, le mépris et le déni de la dignité humaine. Voilà le fond sur lequel il opère. C'est ainsi qu'il est très, très dangereux, parce qu'il opère contre l'homme et contre l'humanité. Très bien. Dans votre texte, vous affirmez ceci: l'opération Likofi est un arbre qui cache la forêt. Elle participe de l'extermination du peuple congolais et surtout de ses jeunes. L'âge de ces victimes varie entre 14 et 30 ans. Or, la jeunesse est l'avenir de tout le peuple, donc les acteurs pléniers de cette guerre et les réseaux transnationaux veulent mettre une croix sur l'avenir du peuple congolais. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une manière d'éluder les responsabilités locales, notamment celle des sbires du régime personnalisé ici par le général Kanyama? Votre question est intelligente. Regarde, je n'ai lu de rien. Quand je parle de l'opération Likofi comme l'arbre qui cache la forêt, je tiens compte du fait que les acteurs pléniers travaillent toujours avec leurs nègres de service qui sont au pays. C'est cela qui nous joue un peu de tour. Nous n'arrivons pas toujours à comprendre qu'ils opèrent en réseau. Regardez, on demande qu'on suspende Kanyama, mais on ne dit rien du chef de Kanyama ou des chefs de Kanyama. C'est-à-dire, demain, on va encore tuer les jeunes et on va reformuler les mêmes recommandations. Donc, il y a des responsabilités internes. Les responsabilités internes sont assumées par les nègres de service qui travaillent dans un système transnational de prédation et d'agression. Donc, il y a des alliances entre les acteurs pléniers et les acteurs apparents qui opèrent à partir de chez nous. Voilà pourquoi, si nous voulons sortir de ce système-là, nous avons aussi à créer des alliances entre les fils et les filles du Congo, patriotes qui opèrent à partir du Congo,
et les autres nations, les autres peuples et les autres Congolais qui sont à l'extérieur pour créer des contre-alliances, des contre-réseaux vis-à-vis de ces réseaux qui opèrent et de l'extérieur et de l'intérieur du Congo. Donc il y a des responsabilités internes, c'est-à-dire le régime des mercenaires est impliqué dans ce qui s'est fait là. Et ce régime n'a pas que des messieurs qui viennent de l'extérieur. Vous avez beaucoup de Congolais qui travaillent dans ce régime-là, beaucoup d'élites compradeurs congolais travaillent dans ce régime-là contre leur peuple, contre leur population, contre leurs propres enfants. Et souvent, la plupart de leurs enfants à eux, et la plupart des enfants à ces élites-là, ne sont pas au Congo. Ils sont à l'extérieur, là où ils étudient, peut-être pour que demain, ils retournent encore une fois coloniser et exterminer les nôtres qui sont au pays. En tout cas, le ministre de l'Intérieur congolais Richard Mouège a qualifié le rapport des Human Rights Watch de chantage et honté et d'humiliation contre le gouvernement de la République et le peuple congolais. Fin de citation. Et pour les concerner lui-même, Kanyama, ces rapports constituent une simple distraction. Et de poursuivre à ce stade, il n'y a pas de commentaire. Les messages de son excellence, il parle de Richard Mouège, étaient clairs. Et nous, comme la police, on se met derrière la décision de l'autorité. Et c'est ce qui va être d'application. Monsieur Mbelou, comme d'habitude, on a l'impression que le régime semble nier vigoureusement les faits. Oui, mais le régime, comme ses parrains, opère à partir des dénégations et des reniements. Regardez un peu. Les responsables du FPR au Rwanda, vous avez beau rédiger les rapports, ils vous diront que tout ce qui est raconté dedans, c'est du mensonge, c'est de la fabulation. C'est comme ça. C'est ainsi que le titre du livre de Mbeko et Honoré Ngwanda est bien trouvé. Stratégie du chaos et du mensonge. Le mensonge est constitutif du système. Ce système-là ne peut pas fonctionner sans le mensonge. C'est ainsi que tous les Congolais qui essayent de mettre ces mensonges-là sur la place publique, où on les tue, où on les met en prison. C'est le cas de Joe Mindonga là. Quand il a essayé de dire, mais ces gens qui comptent aujourd'hui des millions ou des milliards d'argent, on les a vus venir ici en botte en caoutchouc. Il est en prison et on refuse même qu'il puisse être soigné. Quand Jean-Claude Mouyambo a essayé de mettre sur sa télévision l'interview de M. Lambert Mende avec TV5, là où Lambert Mende a affirmé que leur autorité morale a dit qu'il va passer le pouvoir de manière civilisée à celui qui sera élu président en 2016, on a cassé, on a coupé le signal, on a suspendu sa télévision. Donc, vous êtes là, vous touchez là à une question essentielle. Comment est-ce que ce système opère? Ce système opère sur fond de la mort, sur fond de la cupidité, sur fond de l'avidité, sur fond du mépris du genre humain, et aussi sur fond du mensonge. Et vous verrez qu'après les réponses données par Mouyej et Kanyama, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il ne fera rien. On va accumuler encore d'autres rapports. Ce que Human Rights Watch cherche à faire, c'est nous pousser à reconnaître que ces mercenaires sont des messieurs respectables à qui on peut donner certains rapports pour qu'ils réagissent en connaissance de cause. C'est une façon insidieuse de nous les faire accepter comme gouvernants, alors que ce sont des mercenaires. C'est très malin, c'est très bien trouvé. Leur mode opératoire, comme ce sont des oiseaux du même plumage, mais dans l'autre temps, ils mettent sur la place publique, peut-être consciemment, leur façon de faire, leur mode opératoire. Voilà. Un autre rapport publié cette semaine vient de Amnesty International et il est intitulé
après les bulldozers, comment une compagnie minière a étouffé la vérité sur des expulsions forcées en RDC. Et dans ces documents, l'ONG présente des images satellites et d'autres éléments des preuves qui révèlent que l'entreprise générale Malta Forest, filiale du groupe Forest International, a permis en 2009 que des bulldozers lui appartenant soient utilisés pour démolir illégalement des logements et expulser de force des centaines de personnes vivant à Kawama, dans la province du Katanga, près de la mine de Luishi, alors exploitée par l'entreprise. Monsieur Mbelou, on a l'impression que de ce côté-là, ce n'est pas très loin, c'est la loi du plus fort. Hein. On a l'impression de suivre un film dans les Far West, comme à l'époque. Oui, mais il n'y a pas, ce n'est pas un film de Far West. Comprenez que ce qui se passe, c'est là que se situe le nerf de la guerre. Donc, cela ne peut pas être pris comme un fait divers. Ce qui se passe, c'est quoi? Les Congolais sont chassés de leurs terres. Voilà, ce rapport évoque des faits qui ont eu lieu en 2009. Mais essayez de relire certains rapports, vous verrez que depuis 2006-2007, une bonne partie de nos terres ont été vendues et a été vendue comme carré minier. Au Katanga, vous arrivez jusqu'à plus de 50% de terres vendues comme carré minier. Donc, la tactique, c'est de chasser le plus possible les Congolais de leurs terres qui possèdent les matières premières, les pousser dans les grandes villes où il n'y a presque pas à manger, et aller à Kinshasa, vous verrez combien de gens on enterre par jour. Donc, on les pousse dans les villes où il n'y a rien, où on exporte toute la nourriture, et les petits ne savent pas manger, et c'est aussi la guerre dans la guerre. Chasser les Congolais de leur terre, les entasser dans les bidonvilles pour qu'ils meurent à petit feu. Ça, c'est aussi la guerre. C'est la guerre par la faim, par la malnutrition, par la soif, par la déculturation. On chasse les gens de leur enracinement, on les coupe de leur terre, de leur culture, pour qu'ils deviennent des sans-terre, des personnes qui n'ont pas d'attache. Hein? C'est une guerre, c'est aussi une guerre de déculturation. Donc, il faut prendre cela dans... On les chasse comme ça partout. Ceux qu'on tue du côté du Nord Kivu, c'est la même chose. Ils doivent déguerpir, quitter les endroits où les matières premières doivent être exploitées pour qu'ils aillent vivre ailleurs. S'ils ne savent pas aller vivre ailleurs, on les tue, on les entasse dans les fosses communes. Donc la vie continue. On élabore des petits rapports avec des recommandations. Après, il n'y a rien. C'est l'impunité. Parce que le système est fondé sur l'impunité. Très bien. Pour finir et pour la première fois, nous allons répondre à un auditeur. Hein. Il s'agit de M. Henri-Paul Eloma qui a réagi sur YouTube à notre émission intitulée Les Congo n'est pas les Burkina Faso, et il écrit ceci. Je parie que M. Mbelou est un peu plus naïf que les Congolais de la RDC. Pourquoi doit-il forcément chercher l'inspiration de la révolution à l'extérieur? Et pourquoi les acteurs pléniers ne penseraient-ils pas à se débarrasser du pouvoir actuel, puisque les ras-le-bol est visible? La communauté occidentale sait lire. Que faisons-nous? Attendre qu'elle se décide autrement? Qu'est-ce qu'il propose, M. Mbelou? Qu'on croise les bras et que l'on attende? Et pour finir, il dit, il est aussi pire que ceux qui nous maintiennent sous les jougs de la misère. Une réaction à ces commentaires? Pas une réaction comme telle. D'abord, une satisfaction, c'est bien que les compatriotes prennent le temps d'écouter les analyses que nous faisons et même de les critiquer même sévèrement. Je suis toujours d'avis que c'est du choc des idées que jaillit la lumière, et comme vous le savez, je suis pour la bataille des idées. Hein. Mes analyses ne seront jamais considérées
comme des paroles d'évangile. Je pars de mes sources, je pars de ma recherche, et c'est cela qui me permet de pouvoir lire l'actualité comme je le fais. Alors, peut-être que quand je parle d'acteurs pléniers, mon compatriote ne sait pas de quoi je parle. Quand on parle des acteurs pléniers, on voit ces nouveaux maîtres du monde qui opèrent à partir du Nord. On voit ce 1% des riches du Nord, des États profonds du Nord, avec leurs nègres de service au Sud, qui ont la capacité de pouvoir arracher aux Congolais leur initiative historique. Donc, si mon compatriote voudrait qu'ils mettent fin eux-mêmes au chaos qui sévit au Congo, c'est son droit. Mais s'ils le font eux-mêmes, ils mettront en place ceux qui demain vont continuer, vont perpétuer le système qui est là jusqu'à ce jour. Parce que les acteurs pléniers ont opté pour le système néolibéral, amoral, aéthique, le système qui ne vise que le profit et qui n'a rien à voir avec les vies humaines. Alors, si mon compatriote dit, oui, c'est bien qu'ils mettent dehors ceux qui sont là aujourd'hui, même s'ils continuent à nous tuer demain, c'est bien, pourvu que ceux qui sont là aujourd'hui partent, c'est son choix. Moi, mon choix, c'est que les choses doivent être bien faites, c'est-à-dire, les Congolais doivent, petit à petit, en luttant comme ils le font déjà aujourd'hui, ils doivent, petit à petit, récupérer l'initiative historique, c'est-à-dire, ce sont eux qui doivent devenir les responsables de leur propre destinée, pour pouvoir faire de leur pays un pays souverain. Or, les acteurs pléniers n'ont rien à voir avec des pays souverains. Ils travaillent au détricotage de la souveraineté des pays pour pouvoir en faire tout simplement des marchés autorégulés. Alors, si mon compatriote veut que son pays soit demain un marché autorégulé, c'est son choix, ce n'est pas le mien. Moi, je crois dans les efforts déployés par les minorités organisées et agissantes congolaises pour pouvoir demain gérer leur pays comme le font les Boliviens, comme le font les Équatoriens, comme le font les Brésiliens, comme le font les Chinois, les Russes et les autres. Voilà, ce sont là mes références intellectuelles. Je vois comment les Vénézuéliens se sont battus, je vois comment les Boliviens se sont battus, ils continuent encore à se battre. Ces pays-là peuvent constituer des références pour nous, pour un nouveau Congo demain. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.